essayer de répondre donc, à la première question. Donc, quelles sont les compétences nécessaires à un professionnel en APA pour répondre à des besoins spécifiques de l'entreprise, mais aussi du salarié? Oui, spécialiste. Du coup, merci pour votre présentation. La thématique générale est extrêmement intéressante. Je peux parler normalement. Vous m'entendez bien? C'est bon? Du coup, la thématique générale est extrêmement intéressante. Finalement, en fait, la problématique que vous avez posée, je pense qu'on y répond directement à la présentation de vos résultats. Je ne le voyais pas comme une attaque personnelle, mais en même temps, c'est une table ronde, donc c'est fait pour débattre. Vous nous présentez des résultats finalement qui sont assez faibles. Vous avez une question d'ailleurs là-dessus sur est-ce qu'il y a une différence significative. Une différence significative, c'est une chose, on se fiche de la significativité de la différence, on peut l'évaluer de différentes manières. Mais d'un point de vue général, finalement, je pense que vous voulez une culture qui renvoie au sport, c'est ce que vous avez dit, etc. Mais ma question, c'est est-ce que là, vous n'auriez pas besoin de compétences professionnelles en activité physique adaptée pour trouver justement quel marqueur qui est le plus intéressant à observer d'un point de vue économique, d'un point de vue sur la qualité de vie, d'un point de vue de la condition physique. On a vu aussi que l'adhésion finalement sur votre programme il semblait être relativement limitée. Je pense que c'est des thématiques aussi qui sont largement abordées. Pourquoi est-ce que les personnes vont faire ou pas faire de l'activité physique dans le cadre des parcours en APA? Donc en fait, au vu de la présentation de vos résultats, je pense qu'on répond directement d'une certaine manière à la nécessité d'aller vers des gens qui ont cette culture-là et qui sont capables de mettre en place d'un point de vue méthodologique des évaluations qui permettent de répondre à une question et des questions qui sont orientées sur des problématiques de santé. En fait, je pense que les gens qui ont ces compétences sont devant nous aujourd'hui et ne viennent pas du monde du sport. Alors, complètement. Moi, j'ai commencé l'expérience avec mon expérience personnelle. J'ai fait du sport au niveau. J'avais des compétences. Voilà, ma licence éduc et mot, maintenant, elle est loin derrière moi, quoi. Donc, voilà. Et bon, j'ai commencé selon mes croyances. En fait, c'est ça, surtout. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'adhésion parce que, au départ, c'est parti d'une croyance qu'on avait, le DRH, le directeur du site, et moi-même. Voilà, le sport, c'est bon pour la santé, en général. Donc, on est parti de cette croyance-là. Moi, j'ai lancé le truc, et voilà, on est tous sportifs, on sait comment ça marche. On progresse très vite au début, et moi, je commence à arriver à une phase plateau. C'est-à-dire que le programme s'essoufflait un peu, comment faire. Donc, j'ai fait appel à une stagiaire en APA, ce que j'ai fait l'an dernier. Nouria, qui nous a accompagnés pendant 6 mois, elle a amené 2 programmes de fond, parce qu'il y a un autre programme aux 2, sur lequel je vais rebondir après, et qui, elle, m'a apporté une plus-value énorme. Parce que moi, j'étais, voilà, donc ça justifie bien qu'il faut des gens compétents, et comme un point que j'ai oublié tout à l'heure, on fait le parallèle en permanence sportif de haut niveau, salarié, ou quoi que ce soit, mais dans la préparation physique, donc musculation, cardio, tout ce qu'on veut pour un sport, on ne fait pas faire la même chose à un judoka, on ne fait pas faire la même chose à un handballeur, un rugbyman, à une gymnaste ou un athlète. Aujourd'hui, les gens font un copier-coller souvent et disent ouais, ça va marcher. Sauf que ça ne marche pas. Et on voit que les meilleurs sportifs, ils ont une préparation physique adaptée à leurs points forts et à leur technique. Et il n'y a que comme ça qu'ils s'en sortent. Et donc, si on fait le parallèle en APA, pour nous, sur les postes de travail, je disais tout à l'heure que j'avais utilisé les travaux de Clegg et Jordan sur la partie cardio et puissance, qui sont des bons résultats. Mais le problème, c'est que je ne peux pas leur faire la chaise tous les jours, où il fallait que le mouvement qu'on fait faire physique, donc du muscle, renforcement musculaire, il a un lien avec leur activité, directement. Il y a une vidéo que j'ai transmise, qu'on a montré, où on voit un peu les gestes des peintres. Voilà, quand ils peignent la pièce de peinture, à un moment donné, ils sont obligés de se baisser. Et au début, ils se baissaient toujours dans la position où le dos, où on penche le dos. Et ben, on a fait des exercices de musculation, qui sont des exercices issus de l'haltérophilie, comme le overhead squat. J'ai une barre au-dessus de la tête, et je descends jusqu'en bas pour faire un squat complet. Et ben, on a redonné la mobilité au corps aux gens. C'était ça aussi le point fort, pour qu'ils puissent se sentir mieux. Et que donc l'exercice il est adapté. Donc aujourd'hui, quand ils poussent, ils descendent sur leurs genoux, ils ne se baissent plus avec le dos. Elle est là. Et ça, la compétence, elle est dans les gens qui l'ont. Voilà, chacun a ce que je disais tout à l'heure, c'est chacun a son cœur de métier.
il faut arriver à le défendre. Moi, l'objectif, il n'est pas de... même si des fois, on les voit peut-être après, des collaborateurs peuvent être des relais, mais il faut pas il faut que chacun conserve son cœur d'analyse. C'est plus important. Alors, je vais demander à monsieur Gildas Poiran de nous donner un peu son point de vue sur la question. Oui, sur les compétences, à nouveau, il n'y en a pas. Bon, c'est clair qu'il faut établir très nettement une différence entre ce qui relève des activités sportives et ce qui relève d'un autre genre, des activités physiques au sens large. Dans la mesure où, à la limite, là, on ne voit pas spontanément, et s'il s'agit, par les activités physiques adaptées, d'éviter les troubles corporels, de lutter sur le mode de la prévention contre des blessures éventuelles, sans doute le meilleur lieu d'intervention en raison de la demande sociale qui pèse en termes de troubles, hein, on va dire, c'est sans doute l'univers sportif lui-même. C'est-à-dire que l'espace social qui aurait probablement le plus besoin, entre guillemets, des services des spécialistes d'activité physique adaptée, c'est le monde du sport, en raison du nombre de blessés que ça génère constamment. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, les sportifs apprennent à optimiser les gestes qui sont efficients dans le cadre du sport qui est le leur, mais pour le reste, et sur la prévention des troubles que peuvent générer ces spécialisations du corps autour de certaines fonctions, de certains muscles, de certaines articulations, et ça, c'est pas pensé. Donc, ce qui débouche sur d'autres troubles. Mais ça, on ne pense pas spontanément. On ne se dit pas spontanément que c'est là où, justement, les gens sont déjà engagés corporellement qu'il y a plus besoin de compétences dans le domaine des activités physiques adaptées. Donc avec ce paradoxe, c'est qu'on va confier de plus en plus la question du sport adapté aux fédérations sportives, aux clubs sportifs qui vont se trouver labellisés pour jouer au sport sur l'ordonnance, etc. C'est une véritable paradoxe. Après, sur la question qui se pose souvent en entreprise, c'est un peu la même que celle qui se pose aux médecins du travail. C'est-à-dire, il y a eu une récente tribune dans le monde cette année sur les médecins du travail et sur le sens même de la fonction de médecin du travail. C'est-à-dire, est-ce que le médecin du travail est un médecin qui est au service de la santé des travailleurs, ou est-ce que c'est un médecin qui est au service de la définition de l'aptitude à tenir le poste au service de l'employeur? Et ce dilemme, eh bien, il pèse clairement, comme vous l'avez un peu exprimé tout à l'heure, notamment en manifestant que ça ne peut pas être un salarié ordinaire, il veut mieux sur quelqu'un d'extérieur, sur un regard externe et une position externe par rapport aux salariés habituels qui sont identifiés par des compétences techniques en lien avec le métier d'entreprise. Donc là, c'est des questions qui sont à résoudre. C'est-à-dire, le spécialiste de l'APA, en termes du point de vue de ses compétences, il est au service de qui? De l'aptitude au poste, renforcer constamment l'aptitude. Alors, je veux dire que agir sur l'un peut agir sur l'autre. Hein. Mais où est-ce qu'il est au contraire au service de la correction, de la compensation par l'exercice physique des troubles qui sont liés à un exercice professionnel qui engage le corps. Puisque rappelons que, contrairement à les définitions communes du travailleur manuel, le travailleur manuel est avant tout un travailleur corporel. Les travailleurs strictement manuels, il n'y en a pas beaucoup. C'est le bijoutier, le prothésiste dentaire, effectivement, où l'engagement du corps se limite à l'engagement de la main. Le travailleur manuel est avant tout un travailleur corporel. Effectivement, comme vous l'avez dit, on se baisse, on manipule des outils qui ont des spécificités et qui nécessitent justement une attention particulière. Donc effectivement, l'idée ici, et sans doute c'est un peu d'innovation que vous introduisez dans cette manière de faire, il ne s'agit pas de donner l'occasion aux salariés de faire du sport pour être mieux dans leur peau, mais dans leur corps, mais effectivement de développer des techniques, c'est-à-dire un savoir, hein, ça relève d'un savoir spécifique qui permettent justement de faire que des corps puissent compenser, à partir d'exercices bien déterminés par des spécialistes de la question, les effets induits sur leur propre corps de leur propre travail. Rappelons au passage que les premières formes de droit du travail qui ont été inventées en France dans les années 1880 étaient précisément tournées sur des questions de santé des travailleurs, et non pas sur le droit du contrat, comme est aujourd'hui le travail. Hein. Les premières formes de droit du travail visent explicitement à préserver, je cite, hein, le corps des travailleurs des risques industriels. Donc en gros, les perspectives sur celles de la part de l'entreprise, on pourrait dire qu'elles sont aussi anciennes qu'existe le droit du travail. Pour autant, les modes de réalisation pratique, eh bien, ne sont pas encore là. On le voit notamment avec la difficulté, les difficultés d'insertion professionnelle et diplômés dans le domaine de la part. Il y a un point important, enfin, c'est surtout dans la vulgarisation du terme sport. Aujourd'hui, même moi, j'ai expliqué, quand vous allez voir un directeur industriel, je ne peux pas lui dire on va faire des appâts aux salariés, je ne comprends pas. Donc, pour qu'ils comprennent vite, on dit on fait du sport. Sauf que là où la compétence du personnel en appât est importante, c'est de dire que
Quand moi je suis arrivé, au début on m'a dit ouais, tu vas leur faire du sport. J'ai dit non, mais l'objectif n'est pas de lancer un ballon au milieu et qu'ils jouent. Il faut se défiler. Voilà. Là, ce que vous évoquez, c'est qu'on va voir la catastrophe. D'un truc qu'on voulait baisser l'absentéisme, on va l'augmenter parce qu'il va y avoir des blessés. Et la problématique, elle est vraiment là aujourd'hui dans la vulgarisation du terme sport. Parce que pour que les APA aient une vraie compétence, enfin, pour que ça soit reconnu, c'est surtout ça où il faut que les professionnels, que ce soit de la santé ou notamment le médecin du travail et les directeurs industriels de n'importe quelle agence, aient une vraie fonction. Alors, vous avez compris justement ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de sport pour comprendre plus vite. Alors, pourquoi justement on ne pourrait pas directement parler d'activité physique adaptée? Pourquoi parler toujours de sport? Vous dites toujours encore pour comprendre plus vite. Est-ce qu'il faudrait justement pas arriver directement et se présenter comme des professionnels en activité physique adaptée et pas comme des personnes qui font du sport? Alors, je vais essayer de demander à monsieur Nesbrouger, donc. Allez. Moi je ferai un entre-deux, je parlerai d'activité physique. Pour parler d'activité physique. Sans rajouter adapté et sans parler de sport, je ferai un entre-deux entre les deux. Effectivement, c'est un peu le sens de mes premières diapositives, c'est-à-dire effectivement, faut pas parler. Enfin, moi je parle de ce que je connais surtout, du domaine médical et des patients. Il ne faut surtout pas leur parler de sport, mais peut-être qu'on peut faire le parallèle avec les salariés des entreprises, surtout pas leur parler de sport parce que ça leur fait peur aux malades. Et on retrouve cette idée que finalement, même pour une entreprise, voilà, on va pas, ce que vous avez dit, on ne va pas jeter un ballon, ils ne vont pas s'amuser. Donc, effectivement, je n'utiliserai pas le terme de sport, et en même temps, il faut se mettre à la place de l'entreprise ou du salarié qui effectivement ne connaît pas le terme forcément d'activité physique adaptée. Donc, dans un premier temps, moi je parlerai d'activité physique pour faire l'entre-deux. Et puis, j'essaierai quand même d'expliquer que j'ai une plus-value et une compétence, et que je vais adapter, mais ça demande du temps, mais d'expliquer que je vais adapter, que je vais être capable de transformer pas la notion de sport, mais d'activité physique à un malade ou à un salarié. Moi, je parlerai directement d'activité physique adaptée. Pourquoi? En fait, on n'adapte pas l'activité physique à quelque chose. L'activité physique, elle est toujours adaptée à quelque chose, qu'on soit avec des sportifs de haut niveau, qu'on soit avec des cadets au basket, etc. On parle bien d'activité physique adaptée. Rappelez-vous la synthèse que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Je vous ai dit, il faut qu'on renforce notre identité, un peu en tant que professionnel. Vous avez une formation qui vous renvoie à un diplôme, une licence activité physique adaptée et santé qui donne lieu à un titre d'enseignant en activité physique adaptée. Pas des enseignants en activité physique adaptée à l'entreprise, à l'activité physique au sport, etc. Évidemment, ça demande beaucoup de pédagogie, tu viens de le souligner, la route est longue, c'est pour ça que je parlais de VO2 max et de moyenne d'âge de 29 ans à la fin. Ça va demander beaucoup d'efforts, il y a des gens qui le font depuis très longtemps, mais pour moi c'est fondamental que progressivement on explique aux gens que voilà, on vient de cette culture, activité physique adaptée, que c'est pas du sport, que c'est pas de l'activité physique, qu'on se sert de l'activité physique, qu'on se sert du sport. Et peut-être que dans 10 ans, si on fait ces efforts-là, quand on se présentera auprès d'un chef d'entreprise, auprès d'un médecin, auprès de n'importe qui, il y a déjà des milieux où c'est fait, on dira je suis enseignant en activité physique adaptée. Et ça posera pas de problème, on saura ce que c'est. Et justement, on ne sera pas dans une position un peu bâtarde entre différents éléments. Voilà. On a des éléments assez vieux quand même depuis les années 80 et qui se renforcent avec le référentiel métier qui nous montrent qu'on a une spécificité, on a un cœur de métier entre une personne qui travaille en association avec des déficients intellectuels et un autre qui va être dans un milieu hospitalier. Le référentiel métier qui n'est pas un truc, comment dire, imaginé, hein. C'est des entretiens qui sortent de professionnels de terrain, qui sortent du terrain, ils disent que ces deux professionnels, ils ont un cœur de métier, ils ont des choses qui les rassemblent. Pourquoi pas se servir de ça et dans quelques années exister avec ça? Juste un dernier point, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps. On a un biais pro-activité physique. Le sport c'est la santé, l'activité physique c'est la santé, l'activité physique adaptée c'est la santé. Prouvez-le. Prouvez-le. Qui est en capacité aujourd'hui de dire que tel ou tel programme va avoir un effet? Ça se trouve, il va avoir un effet dans un contexte et pas dans un autre. Et c'est là où la formation STAPS a toutes les billes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de professions en France qui sont capables d'évaluer objectivement, via des protocoles expérimentaux, etc., mais de différentes manières. Ça peut être en qualitatif, en quantitatif. Mon programme, quel effet et sur quoi et comment? Et ça, c'est notre cœur de métier. Il faut qu'on sorte de ce truc, l'activité physique, c'est forcément bon. Si les gens se mettent à bouger, bouger c'est la santé. Donc on fait quoi? On fait des programmes de boogie-boogie ou du yo-yo et tout le monde va aller mieux? Je pense pas, c'est vous qui avez ces compétences et c'est à vous justement de bien manipuler ces compétences et d'être prudent avec ça. Votre programme, peut-être qu'il ne va pas marcher, mais il faut comprendre pourquoi il ne va pas marcher. Et vous avez normalement les capacités au fil de votre cursus pour comprendre pourquoi il a marché, pourquoi il n'a pas marché, pourquoi il a marché chez un tel, pourquoi il n'a pas marché chez un autre. C'est ça toute la science de l'activité physique adaptée.
Alors, vous venez de dire, bouger, c'est la santé. J'ai dit qu'il ne faut pas faire de raccourcis là-dessus. Donc, je vais demander à M. Loiran de nous donner son avis sur la question. Bouger, c'est la santé. Si on prend les populations qui bougent parce qu'ils ont que leur corps pour se déplacer, pour se mouvoir, et que les formes de travail par lesquelles ils existent mobilisent le corps, je pense en particulier aux pays encore en voie de développement, où la question de l'activité, qu'on n'a pas beaucoup de sédentaires, hein. Pourtant si on regarde l'espérance de vie dans ces pays par rapport à la nôtre, on peut se dire, on peut se poser la question, hein, sérieusement, est-ce que c'est seule l'activité physique qui permet d'être en bonne santé ou pas? Bon, alors effectivement, il y a sport santé, bien évidemment, il y a une confusion qui est entretenue, et c'est pas pour rien que cette confusion est entretenue. Rappelons tout d'abord que les premières formes de contrôle des qualifications professionnelles par l'État en France ont été essentiellement motivées, c'est l'invention du brevet d'État en 1963, l'obligation de détenir un diplôme d'État pour encadrer une activité physique et sportive dans le cadre des clubs contre rémunération. Au départ, le projet de loi entendait l'étendre aux bénévoles, c'est-à-dire que tout le monde devrait être titulaire. Mais devant le tollé généré entre les fédérations et au niveau des parlementaires, l'État a renoncé pour faire passer ça la loi au niveau des salariés, enfin des personnels rémunérés, donc a renoncé à obliger à une qualification pour les bénévoles. Bon, alors l'imposition de ce brevet d'État à tout encadrant rémunéré était liée au fait et au constat que le sport, la pratique sportive abîmait trop la santé de la jeunesse. Et qu'il fallait absolument doter les entraîneurs, les moniteurs de compétences particulières en la matière. Donc on n'en sort pas. Et cette confusion aujourd'hui entretenue, notamment par le ministre, en particulier par Mme Fourneron, a contribué à accorder quoi? Eh bien, à donner une sorte à constituer en concurrent de l'univers des APA les associations sportives. Les associations sportives. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'en régime de baisse constante de subventions, c'est une manne providentielle. C'est-à-dire que se positionner pour un club d'athlétisme sur le sport santé en développement une section marche nordique, c'est-à-dire où on se met brutalement à donner des cours pour apprendre aux gens à marcher, fût-ce avec des bâtons. C'est-à-dire que le fait d'introduire deux bâtons génère la nécessité d'une pédagogie spécifique qui va avoir un prix. Donc ça génère des questions importantes. C'est-à-dire que ça permet à un club, en plus, de ne pas salarier. Puisqu'on va avoir une clientèle privée à l'intérieur du club, donc on va pouvoir faire que l'entraîneur qui rend service au club est un auto-entrepreneur, puisqu'il rend un service au club sur facture pour entraîner les sportifs, et en même temps il a sa clientèle privée, ceux qui viennent faire des appels. Il y a un grand club d'athlétisme près de chez moi, où il y a un salarié, qui fait aussi de la marche nordique, et deux auto-entrepreneurs. Bon. Donc il y a une confusion qui est entretenue entre sport et activité physique. Si on regarde, vous voyez les accidents de la route, en matière de santé, c'est la sécurité routière, en raison des morts et des accidents de la route, c'est une grande cause nationale depuis Jacques Chirac. Mais les accidents de la route, c'est 34 900 blessés hospitalisés par an. Les accidents de sport, c'est 10 fois plus, c'est 910 000. Et ça, on ne le voit pas, avec en moyenne 3 jours et demi d'hospitalisation. Donc là, lorsqu'on parle de l'activité sport et santé en termes d'économie, de coûts, d'activité physique adaptée en termes d'économie, je parlais tout à l'heure, le collègue qui a présenté tout à l'heure les bénéfices escomptés, c'est en centaines de millions. Mais le coût des accidents de sport, c'est en milliards, c'est 4 milliards, plus de 4 milliards annuels de coûts sur la sécurité sociale. Donc ça, c'est pas pris en compte, et cette confusion, elle est bien faite pourquoi? Eh bien, justement, pour donner un marché aux fédérations sportives et à leurs clubs affiliés. C'est-à-dire que ceux-ci sont concurrents, finalement, des services que les spécialistes des APA, notamment titulaires de la licence, sont capables de rendre. On voit aujourd'hui, là où je suis, sur des animateurs sportifs de club qui reçoivent des certifications professionnelles dans le domaine des APA sous contrôle de l'Agence régionale de santé et sous contrôle de médecins qui valident ces compétences-là. Les licenciés APA sont effectivement dans cette lutte de concurrence particulièrement démunis puisque ils ne sont pas au même point certifiés par des médecins, ils n'ont pas la légitime qui est donnée par le côté médical de leur activité, et c'est un combat, effectivement, quand on parle d'identité, c'est pas manifester l'identité, mais je dirais plutôt que c'est manifester les différences. Nous ne sommes pas des entraîneurs de sport, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des kinés, mais qui sommes-nous? Et c'est que par la différence que pourront s'exprimer les spécificités et donc Alors, est-ce que quelqu'un voudrait rebondir? Je veux bien vous indiquer, moi, comment je vois le sport dans la partie pour replacer l'un par rapport aux autres. Il y a, je suis toujours un peu à l'ancienne, pourtant je ne suis pas beaucoup plus vieux que vous, mais il y a un livre de Clermont-Sima à 87 qui fait un schéma extrêmement intéressant là-dessus. C'est dommage, je ne l'ai pas, mais je vais essayer de vous l'expliquer.
Il y a une grande bulle. Cette bulle, c'est l'activité physique. Donc tout mouvement corporel qui induit la mise en action des muscles squelettiques, vous connaissez tous cette définition, d'accord? Dans cette bulle, il y a une autre bulle, l'exercice physique, qui a une dimension plutôt médicale, standardisée, etc. À cheval un petit peu, à cheval dans cette bulle, à l'intérieur de l'activité physique et à cheval avec l'exercice, il y a le sport. Donc, le sport qui renvoie au fait de codifier une activité, le foot, le basket, etc., qui renvoie à une logique didactique, pédagogique derrière. Et à cheval, à l'intérieur de l'activité physique, et à cheval sur l'exercice et le sport, il y a l'activité physique adaptée. Et avec ce schéma, il dit quoi, Clarence Simard? Il dit le sport, l'activité physique, l'exercice, c'est juste des outils de l'activité physique adaptée. Donc, par exemple, quand j'entends, voilà, il y a, je sais pas, tel programme qui développe du karaté santé, tel programme qui développe de l'aviron santé, tout ça, etc. On n'est pas dans une logique qui renvoie à l'activité physique adaptée, puisque l'activité, pour quelqu'un qui a une formation d'activité physique adaptée, le karaté, au même titre que l'aviron, ou au même titre que le basket, ou n'importe quoi d'autre, que le yo-yo même, pourquoi pas, va juste être un support. Il ne faut pas se tromper là-dessus, c'est des cultures qui sont différentes. Ouais, ça replace l'un par rapport à l'autre, après je ne sais plus. Vous parliez de concurrence, je ne pense pas qu'il y ait une concurrence aujourd'hui, je pense que entre les éducateurs sportifs et les enseignants on n'a pas, je pense qu'on ne fait pas les mêmes choses. Non, on ne fait pas les mêmes choses. Ah non, mais on ne fait pas la même chose, je suis d'accord, mais objectivement, qui se fait labelliser comme prestataire dans le cadre du sport sur ordonnance et qui labellise chez nous, dans le pays noir, on a et qui va dans ces réseaux? Ma question subsidiaire tout à l'heure quand je disais, désolé Nina d'avoir mis un peu en porte-à-faux là-dessus, quand je disais finalement tous les gens qui sont pas motivés, ils font quoi? En fait, la question derrière, c'est est-ce que tous les réseaux là qu'on nous présente, toutes les initiatives, Karaté Santé, Strasbourg, machin, au-delà du coup de com', qu'est-ce que c'est? Qui passe par ces réseaux? Quelle efficacité ont ces réseaux et qui les accueille? C'est ça la question. Pour moi, il n'y a pas une vraie mise en concurrence. Vous ne trouverez pas un malade chronique en phase vraiment aiguë qui va passer par un réseau sport-santé et qui va en ressortir indemne. J'y crois pas, j'en ai jamais rencontré en tout cas, mais si vous en connaissez, je serais ravi de les rencontrer. Il faut vraiment penser à pas employer le terme de concurrence, il faut qu'on réfléchisse, qu'on arrête de faire nos pleureuses, mais tous, chacun, tout corps de métier confondu, et qu'on réfléchisse à, on en a parlé tout à l'heure, la finalité finalement d'une prise en charge d'une activité physique adaptée, c'est quoi? C'est que la personne, elle participe bien dans son milieu social. Si son ambition c'est d'aller vers un club sportif, de faire du karaté en compétition ou quoi que ce soit, ça peut être une finalité. Et c'est là où toute la difficulté va être maintenant, et où il faut que, tout en ayant notre culture, on arrive à travailler avec les autres, et à créer un petit peu une forme de... je sais pas, une forme de frise chronologique où la personne, en fonction de ses stades, elle peut passer d'un stade à l'autre, revenir en arrière, aller d'un bond en avant, aller d'un bond un peu moins long. Et voilà, mais c'est pour ça que je ferai attention avec le terme de concurrence. Après, dans les faits, vous avez raison. On essaye, je crois en ça, on essaye de nous faire croire aujourd'hui que les éducateurs sportifs issus des fédérations répondent à ces problématiques. C'est juste, on essaye de nous faire croire, je n'y crois absolument pas, qu'ils nous sortent des chiffres concrets sur qui ils accueillent exactement, quels sont ces types de publics. Et je ne vous parle pas d'une fausse prévention secondaire ou primaire où on reçoit quelqu'un qui a un facteur de risque, qui a un peu de diabète ou qui a eu un pontage il y a 10 ans et qui est stabilisé, qui fait plus d'activité physique que moi. Je ne vous parle pas de ces populations-là. Je vous parle de ce qui est notre cœur de métier, des personnes qui ont vraiment des problématiques de santé. Est-ce qu'elles passent par ces réseaux? Je n'y crois pas. Je ne le pas. D'où la non-concurrence. Une réponse sommaire et provisoire et limitée aux matériaux employés par la question sur l'activité marche nordique dont je parle à l'intérieur de l'équipe d'athlétisme, sur les personnes, c'est pas une enquête systématique avec les questionnaires, mais simplement sur les faits comme ça, sur les gens qui participent à l'activité, c'est en gros l'essentiel sont les anciens déjà de l'athlétisme compétitif, c'est des gens qui continuent en vieillissant l'athlétisme sous notre réalité. Mais il n'empêche que le club en question que j'évoque, l'association que j'évoque actuellement, est inscrit dans une perspective de labellisation pour pouvoir se servir du sport sur ordonnance. Et qui est-ce qui labellise? C'est pour ça que le mot concurrence, je vais dire que c'est le comité régional olympique. Et d'abord, c'est le comité régional olympique. Quelles sont ses compétences en matière d'activité physique adaptée pour être capable de labelliser? Là, je ne vois pas. C'est pour ça que je parle de concurrence. Alors effectivement, dans le monde qu'on aimerait qu'il soit, on aimerait que chacun ait sa spécificité et qu'il n'y ait pas de concurrence, mais dans la réalité du monde tel qu'il est, c'est une véritable concurrence. Moi, pour parler sur le secteur de l'entreprise, il y a une concurrence. Il y a une concurrence parce que, je le vois moi notamment, tout à l'heure on parlait des budgets, il y a une concurrence sur tout, et que moi, dans ma recherche de solutions aujourd'hui, parce que je suis une équipe, oui, je suis en train de développer tout ça, je ne peux pas tout faire. On a une personne qui nous accompagne aussi, et dans l'idée de trouver des solutions pour
différentes activités qu'on est en train de proposer, parce qu'au sein de l'entreprise, il y a 2 autres programmes qui sont en place. Il y a O2, qui est un programme où on aide les gens à arrêter de fumer. On leur a dit, vous troquez l'heure que vous passez tous les jours avec la clope, vous venez la passer avec nous au sport. Où là, c'est là où il y a la compétence à part. Et où la personne que j'ai prise, Nouria, elle a réussi à faire venir des gens de plus de 50 ans, qui n'avaient jamais fait de sport, qui fumaient depuis l'âge de 14 ans, parce qu'à leur époque, si à 18 ans vous ne fumiez pas, vous n'étiez pas un mec. Et elle a réussi. Donc, les gens, je suis d'accord, si on se borne aux malades chroniques, qui se font identifier comme des malades chroniques. Aujourd'hui, pour moi, tout le monde a une maladie chronique. On a tous notre petit pépin quelque part. Et donc, après, il faut... c'est très bien, je pense que j'étais pareil à ton âge, t'es très fort à tes stats, c'est super. Sauf que demain, quand tu sors, il n'y a pas que ça. Et il y a une vraie concurrence. Et même moi, le premier, dans ma démarche, je suis allé voir des clubs sportifs avec qui j'avais des sensibilités. Alors, parce qu'on j'ai accueilli des stagiaires dans ce sens-là, ou des mecs qui, anciens sportifs de haut niveau, ils disent tiens, moi je vais devenir coach. Et sauf quelle est sa compétence, à pousser la fonte comme une bête, il a été au moins une fois confronté dans le milieu du travail. Et moi, quand les stagiaires, quand ils rentrent dans la boîte, ils font une semaine avec les équipes. Et pourtant, un mec solide, international à 13, plus costaud que moi, quand il a fait sa semaine de travail avec les autres, il a fait « Oh, c'est dur, j'ai mal. » Et pourtant, quelqu'un de très bien préparé physiquement. Et donc, au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que demain, c'est un concurrent potentiel. Parce que les gens n'ont pas on va se retrouver face à des décideurs qui n'ont pas le cursus TAPS, qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas comment fonctionne le corps humain. Et ça, c'est vachement important d'être conscient, et je reviens sur le fait qu'il y a un gros travail de com à faire, qui doit être peut-être fait par la Fédé de l'APA, ou faire comprendre quel est le métier de l'APA, à quoi ça sert. Parce qu'effectivement, c'est très bien quand on parle pour les gens suite à des maladies, comme tout ce qui a été évoqué. Moi, je le vois sur le côté prévention, parce que nous, dans notre boîte, c'est que pour la prévention, on l'a mis en place pour la prévention. C'est pas un avantage social, nous, d'avoir des coachs, parce qu'on nous appelle comme ça dans l'entreprise, on est des coachs pour les gens. C'est pas qu'un avantage social, on n'est pas Google, où on dit on a la plus belle salle de sport pour vous aussi bosser chez nous. Non, nous, on veut que vous bossiez chez nous, parce que vous êtes bien, on a tout fait en sorte pour que votre métier, il n'impacte pas. Que vous soyez sur la chaîne de travail ou que vous soyez sédentaire, c'est-à-dire toute la journée vous êtes ingénieur, calcul, vous êtes toute la journée derrière, on est en train de mettre en place un programme pour dire il faudra faire un peu de marche dans la semaine, un peu d'abdos lombaires, un peu de yoga parce que vous êtes dans un open space, il y a 10 personnes en même temps qui vous prennent le téléphone et ça crie dans tous les sens. Voilà, la démarche, elle est là. Mais il y a une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, pour la filière APA, il y a une grosse action de communication à faire. Il y a quelque chose à trouver, bosser dessus pour que les gens comprennent à quoi ça sert. Et effectivement, il y a des outils dans ce que tu présentais, c'est le sport est un des outils de l'APA. Et ça c'est vachement important parce que moi je vois qu'on a rebondi sur plein de choses. Si je reprends le programme d'arrêt du tabac, donc dedans j'avais toute la population un peu de l'entreprise, donc il y a des gens avec qui on allait courir. Pour eux, ils ont vachement accroché, donc on a fait un semi-marathon avec eux carrément, donc on allait vraiment très loin dans la préparation, et on a des gens qui faire traverser l'usine sans monter d'escalier quoi que ce soit, les essouffler. Et il a fallu qu'on travaille sur ça, et moi j'avais pas la compétence sur ça, c'est pour ça quand je suis allé chercher, mais parce que je connais ces trucs à part. Sinon je fais comme, il y a une autre entreprise du groupe qui met en place le programme d'arrêt du tabac. Et donc moi je vais lui présenter, je fais partie du même groupe. Regardez ce qu'on a fait. Un tabacologue classique, quand il laisse des gens arrêter de fumer, 30% de réussite. Nous aujourd'hui, à 8 mois, on est à 62% de réussite. Pour être précis. Parce qu'il y a des trucs qui ont marché. Je suis allé voir cette personne-là en lui disant ouais, voilà, nous on a fait quelque chose, il faut vous en inspirer. Non, mais moi, c'est bon, j'ai 5 000 € à dépenser, les tabacologues viennent, et puis voilà. Ils ne font pas la démarche là. Parce que tout le monde n'a pas cette construction qu'on a pu avoir. Après, quand vous arrivez à discuter avec les gens, ouais, ils ont tous fait du sport. Tous fait du sport à l'école de PS. Voilà. Qu'est-ce qu'ils en ont gardé?
pas forcément bon. S'il vous plaît, Alors, le mot de la fin. s'il pouvait y avoir un peu de silence, ce serait super pour s'écouter. Merci. Alors, le mot de la fin pour monsieur Gainsbourger. Vous l'avez plus ou moins dit, mais en fait, je crois qu'il y a deux choses. Il y a la situation idéale. Dans la situation idéale, on a les kinés qui s'occupent de problématiques précises, par exemple mobilité suite à un cancer. On a les APA qui sont dans les suites de traitement très rapidement, mais dans 3, 4, 5 semaines après les traitements. Et puis après, on a les BE, qui n'ont pas la compétence que vous avez, vous n'en avez pas, qui arrivent plus tard dans le parcours et qui vont s'occuper des personnes. Et ça, c'est la situation entre guillemets idéale, peut-être, où chacun finalement a une compétence. Et de ce point de vue-là, si on est dans une situation idéale, effectivement, il n'y a pas de concurrence. Mais dans la réalité, je rejoins mes collègues, c'est faux, c'est totalement faux. La DGS est en train de faire un groupe de travail, donc la Direction Générale de la Santé, qui vise justement à établir, pour chaque pathologie, quelle est la profession qui va intervenir, quelles sont les compétences qu'elles ont, et à quel moment du parcours la profession va intervenir. Et je n'entrerai pas dans les détails, mais les concurrences et les problématiques de défense des identités professionnelles sont énormes. Énormes. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et qu'une association, si elle a le moyen de récupérer 10 000 € en plus dans l'année pour pouvoir vivre, parce que le coach qui a payé à l'année, il va pouvoir faire une ou deux interventions dans ses entreprises partenaires, ce n'est ni plus ni moins que ça. Et aujourd'hui, nous, on a la chance de pouvoir avancer avec notre mutuelle. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, avec la prévention, c'est autant d'argent au moins qu'on va sortir plus tard. C'est ni plus ni moins l'argent qui fait avancer. On est dans une société capitaliste. Malheureusement, c'est comme ça, et c'est vrai qu'il faut en être conscient. Je rebondis peut-être juste là-dessus vite fait. Donc soit je suis pas naïf des notions de concurrence, etc. Donc si on se place dans quelque chose où finalement l'objectif c'est de rapporter de l'argent, ou même si on va vraiment sur un système hyper libéral où on ne peut rien attendre de l'État sur le fait de légiférer et de dire un enseignant là-bas intervient à tel moment, un BE intervient à tel moment, et qu'on est vraiment sur quelque chose de libéral, qu'est-ce qui va payer au-delà de la prérogative, au-delà de ce qui va être attaché à votre diplôme? C'est vos compétences. Donc essayez de basculer un peu aussi, de vous dire peut-être que ma licence APA c'est un cadre, c'est comme ça que ça s'appelle, mais concrètement qu'est-ce que vous savez faire et c'est quoi la compétence qui est attachée derrière? Et je suis pas naïf, je sais très bien que les bénéfices dans la société aujourd'hui ils sont perçus à court terme. Le but c'est de gagner de l'argent, mais gagner de l'argent vite. Mais le truc c'est que gagner de l'argent c'est bien. Franchement, sincèrement, je ne suis pas un spécialiste en médico-économique, mais je pense que je m'amuserais vraiment beaucoup à reprendre un petit peu les données de dispositifs comme Strasbourg. En termes de communication, combien est-ce que ça a coûté et combien est-ce que ça a rapporté. Et il n'y a pas grand monde qui a ces compétences-là. J'ai été voir un petit peu, encore une fois, c'est pas ma spécialité. J'ai été lire 2-3 articles qui venaient de chercheurs français sur le domaine, qui avaient fait des études dans les années 2000 sur des prises en charge en activité physique, je ne parle même pas d'activité physique adaptée, et leur rapport coût-efficacité. D'où elles émanent ces études? Elles émanent que des stats. Donc il faut qu'on arrête de s'excuser à un moment donné aussi. C'est nous qui publions ces choses-là, c'est nous qui travaillons là-dessus. Il faut que ces choses-là elles reviennent aussi dans vos formations et c'est peut-être, comme tu le dis, une compétence que vous devez avoir maintenant de dire finalement en fonction des structures dans lesquelles vous êtes, est-ce que je suis capable d'un point de vue médico-économique d'évaluer un peu ma prise en charge sur des aspects très concrets? Est-ce que la personne par exemple quand elle est sortie de mon programme, combien d'hospitalisations elle a eu, de reprendre son dossier de soins, sa consommation de médicaments, il y a des indicateurs qui sont parus dans la littérature, je ne les connais pas très bien, mais voilà, basculer en mode compétence et je pense que à mon avis vous êtes les plus compétents logiquement pour répondre à toutes ces questions. Et à terme, ces histoires de concurrence, je pense qu'elles s'effaceront par rapport aux compétences. Parce que quelqu'un, s'il a envie de faire des bénéfices à long terme, quel qu'il soit, quel type de bénéfice il soit, il ira chercher la compétence. Il n'ira pas chercher, à court terme, il ira peut-être chercher ce qui communique bien, à long terme, il ira vers la compétence. Peut-être que je suis très optimiste, mais voilà, compétence. Non, mais par rapport à... Je pense qu'on va s'arrêter là au niveau de temps. C'est juste, non, mais pour finir son conseil, c'est qu'il a raison, c'est que le STAT, on fonctionne par expérience. Non mais c'est vrai, on fonctionne par expérience. Et moi je vois, pour mon exemple perso, je suis allé présenter mes premiers travaux de thèse, et en fait je me suis planté complètement. Et au final, les profs m'ont regardé en disant, mais parce que ma thèse, en fait, je la prépare en sciences de gestion, et ils m'ont dit, mais vous êtes revenu aux bases de la science de gestion, vous vous intéressez aux personnes, et vous menez une expérience. Et aujourd'hui, c'est la chance du STAT, c'est qu'il sait mener une expérience. Et quand je disais tout à l'heure, il y a la concurrence, l'avantage d'un STAT, moi quand je faisais management du sport, on m'a dit ouais tu vas sortir, tu es un ingénieur du sport, tu as bac plus 5, tu vas concurrencer les mecs des écoles de commerce. Là, en termes de contenu, pas vraiment, par contre en termes de démerde, oui, un STAT c'est toujours plus débrouillé qu'un autre.
Donc peut-être c'est parce qu'on a fait du sport ou des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est vachement important. Et il faut arriver à mettre en avant les compétences et les expériences. Merci, donc on va s'arrêter là. Est-ce que le public a des questions? J'espère. Il n'y a pas de question, je me permets de rajouter, de compléter ce qui était dit tout à l'heure. Alors effectivement, il y a des études médico-économiques. Il y en a très peu au niveau français, il y en a au niveau international. Alors je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je veux quand même vous donner quelques études et qui ne sont pas faites que par des stats, mais aussi par des médecins, puisque l'American Institute for Preventive Medicine a mené une étude en 2008 sur les bénéfices donc, de l'activité physique. Et elle a conclu qu'en entreprise, on faisait en moyenne, grâce à la réduction de l'absentéisme et des dépenses médicales, une économie de 6 $ par dollar investi. Donc ça c'est un premier élément. Deuxième étude internationale aux Pays-Bas, en 2008 aussi, c'est donc une étude néerlandaise qui a montré que la mise en place d'un programme d'activité physique en entreprise, ça coûtait 430 € par personne et par an à l'entreprise. Et que ça permettait un gain sur les congés maladie de 635 € dès la seconde année. Donc si on fait la soustraction, on a une économie de 205 € par personne et par an. Dernier élément, mais qui sont des éléments peut-être à discuter, mais dernier élément, en Grande-Bretagne, cette fois, une étude, pareil, qui a été menée en 2008 par Coopers, qui montre que l'activité physique, et c'est un point que vous avez évoqué, l'absentéisme avait reculé de 30 à 40% auprès des salariés qui avaient donc une activité physique, chez les employeurs qui avaient mis en place des politiques de santé pour leurs salariés, et dans ces politiques de santé était inclus l'exercice physique. Ça rebondit exactement sur ta présentation. C'est-à-dire que ça serait un discours utopique, mais si demain on veut faire du sport à l'ensemble des salariés en France, en un an on rembourse le trou de la Sécu. Parce que si on prend la portion la plus basse de 20% d'absentéisme en moins, c'est 20% de frais en moins. Donc le trou de la Sécu, elle sera en moins. Bon, on va s'arrêter là, cette fois-ci. Monsieur Genouilly va nous faire donc une brève conclusion. Vous savez pas manger encore. On vous remercie quand même pour ce débat. Je vais terminer tout ça. Je laisse le micro à monsieur Genouilly. Merci. Bon, je vais faire une brève, on m'a dit une brève, donc je vais faire brève. Déjà, merci aux 4 personnes qui ont animé la table ronde. Le débat, en fait, a tourné autour de 3 points. Je vais être rapide sur ces 3 points. Parce que ce sont 3 points qui me semblent... essentiels, parce qu'en fait, ils sont récurrents dans le débat actuel sur le développement de l'activité physique adaptée. Le premier point, c'est un point qui nous est cher, puisqu'on le débat actuellement aussi au sein des conférences, des différentes conférences qui nous permettent d'ajuster les formations les unes les autres. C'est celui de la division des tâches sur le terrain de la formation entre différents types de professionnels. Que font les entraînements sportifs? Que font ceux qui sortent d'éducation motricité? Que font ceux qui sortent de l'activité physique adaptée? Et on voit que le terrain de la prévention, de la promotion, c'est un terrain qui a tendance à recouvrir des champs de compétences et sur lequel il va falloir forcément réfléchir. Peut-être ici, l'idée c'est que l'APA permettrait de mettre en place des coordinations particulières dans différents types de professions sur le champ de la santé, du social, et que les APA ont une visibilité de ces différentes pratiques professionnelles qui se développent et qui seraient à mettre en coordination. Le deuxième aspect, c'est celui de la prévention primaire, puisque le débat a porté ici sur la prévention primaire, avec la question du risque. Jusqu'où le professionnel de l'APA peut-il aller et quels sont les risques sur lesquels il va se positionner? Est-ce que ce sont des risques par anticipation? Est-ce que ce sont des risques avérés par le fait que les personnes aient des maladies chroniques ou aient des situations, ou soient en situation de handicap? Avec la question, 2 questions que j'ai notées, c'est
Est-ce que le professionnel de l'APA, par exemple sur le domaine de l'entreprise, doit former l'aptitude au poste de travail? Est-ce qu'il doit traiter des problématiques individuelles dans l'idée de faire en sorte d'augmenter la qualité de vie au travail? Donc ici, ce sont des questions qui se posent et qui font débat. Troisième ligne de débat, c'est celle qui touche quelque chose qui nous est cher et qui fait qu'on va causer de l'identité professionnelle. C'est celle de la lisibilité de l'APA. Et on voit en fait que cette lisibilité, elle oscille à entre différents domaines, celui du sport santé, celui de l'activité physique, celui de l'activité physique adaptée. Et donc, on peut dire globalement que la lisibilité de l'activité physique adaptée, je reprends un des termes qui a été exposé ici, c'est celle de l'évaluation. Autrement dit, les professionnels de l'APA sont des professionnels qui sont capables d'évaluer, et d'évaluer dans des contextes particuliers en rapport avec des préoccupations de santé. Donc, je termine là-dessus. Et sur en fait, cet aspect optimiste dans le développement de la profession en vous disant innover. Et c'est l'objet de nos formations que de vous permettre d'innover. Je vous remercie.